Ah, Paris, c'est Mime Marceau, la baguette, le croissant, Zinedine Zidane et le crack. Le crack bien chaud de Porte de la Chapelle. Plus sérieusement, après ces Jeux Olympiques, qui ont été en soi une épreuve pour la sécurité de la ville de Paris, on s'est rendu compte qu'à Paris, il y avait quelque chose qu'on appelait le crack. Le crack qui a été très mal géré ces 5 dernières années par les différents préfets qu'il y a eu, notamment le préfet Nunez. Nunez nous avait dit pour les Jeux Olympiques, il ne faut pas fuir Paris à cause de cette drogue. Et quand on lui dit, oui mais alors attends, excuse-moi mon grand, mais il y a certains quartiers à Paris, c'est un peu la cour des miracles au niveau de la consommation de la drogue dure. Il nous avait dit non, t'inquiète, viens quand même. Je vous renvoie à la très bonne vidéo de Vincent Lapierre sur le sujet de cette drogue. Et ben Nunez, il avait répondu, on va sécuriser les JO. Ok, très bien. On peut lui demander déjà pourquoi avoir attendu les Jeux Olympiques pour nettoyer le quartier de la drogue. Est-ce que la mairie de Paris visait une médaille d'argent dans la catégorie gestion des craquettes? Et aussi, le crack dans Paris, c'est pas uniquement un problème sécuritaire, c'est devenu un problème de santé publique. Aujourd'hui, on va répondre à toutes les questions qu'on a légitimement sur la consommation de crack dans Paris. Comment c'est arrivé à Paris? Comment c'est arrivé en France? Pourquoi c'est peut-être le plus grand fléau de notre époque? Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager, surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Le crack Paris et nous, c'est parti. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'un mec qui prend du crack, ça se voit. Ça se voit parce qu'il ne prend pas soin de lui. D'ailleurs, en parlant de prendre soin de soi, c'est le moment de parler du sponsor de cette vidéo et de l'incroyable transition que je fais, Holzkern. Et la marque Holzkern, vous la connaissez, c'est une marque spécialisée dans les montres et les bijoux fabriqués à partir de matériaux complètement naturels, genre du bois et de la pierre et tutti quantos. La marque, elle est certifiée FSC, Forest Stewardship Council. On s'en fout, m'en dira-t-on. Et non, le label FSC, c'est une certification environnementale qui garantit que les produits en bois ou en papier proviennent de forêts gérées de manière durable et responsable. Holzkern est une marque familiale autrichienne fondée en 2016 et le gros point positif de cette marque, vous le savez, j'en avais déjà parlé, c'est que quand même, faut le dire, tous les produits sont garantis 2 ans. Bah oui, c'est pas rien. J'en ai profité, alors on m'a dit achète ce que tu veux, alors je me suis régalé direct. J'en ai profité pour offrir des produits à une amie et ça rend super bien. Je vous mets les images, donc vous pouvez y aller sur ce site. J'ai touché la qualité, c'est validé comme Benache. La marque est connue et reconnue évidemment pour ses très belles montres en bois. Je pense notamment au modèle Sigiriya, produit à partir d'un noyer. Je vous mets les images à l'écran. Vous l'aurez compris, on parle d'une marque enracinée qui durera dans le temps et qui fera que oui, peut-être, ton ex reviendra parce qu'elle a compris que tu avais changé. Mais en zonant sur le site, vous verrez aussi des pièces uniques, des matériaux assez rares et naturels. Je pense à l'érable, à l'améthyste et au bois d'olivier. Ce qui est, en tout cas pour moi, du quasi jamais vu pour des montres. Donc vous avez forcément besoin d'un truc sur le site Holzkern. Et si vous voulez être stylé swag, comme on ne dit plus depuis 2017, faites un tour sur leur site internet. C'est aussi un moyen de soutenir la chaîne de Georges, en soutenant les marques qui me font confiance. Je vous mets tous les liens en description et en plus, je vous ai obtenu un petit code, une petite réduc des familles. Avec le code Georges, vous avez moins 10% sur tout le site. Et nous, on continue avec nos amis les crackheads. Évidemment, je pourrais directement dire que le crack c'est mal, mais sur cette chaîne on fait de la pédagogie. Le crack, concrètement, qu'est-ce que c'est? Le crack, c'est de la cocaïne qu'on fume. La cocaïne, c'est un alcaloïde obtenu à partir des feuilles de coca, d'où son nom, en Amérique du Sud. On prend cette cocaïne, on la mélange avec de l'ammoniac et du bicarbonate de soude et un peu d'eau. Ensuite on a des petites pierres, des cailloux de crack qu'on peut fumer. Et alors, qu'est-ce que ça fait à notre cerveau quand on fume ces petits cailloux de crack? Parce qu'on voit des zombies et des mecs avec des têtes un peu cheloues, mais dans leur caboche, qu'est-ce qui se passe concrètement quand ils fument du crack? Pour le savoir, on va parler de la dopamine. La dopamine, tout le monde le sait, tous les coachs en dev perso en parlent, c'est grosso merdo un neurotransmetteur qui est libéré pour signaler le plaisir et ensuite reprise par le neurone
qu'il a émise. En gros, c'est hop, je te passe un peu de dopamine et je te le reprends. C'est un peu ça, la dopamine. Si on veut une comparaison un peu douteuse, c'est un peu une espèce de processus de feedback qui régule notre sensation de bien-être. Bref, quand on fume du crack, ce processus de libération de la dopamine, il est complètement chamboulé. Donc la personne qui fume du crack a un très gros bonheur, a une énorme sensation d'euphorie. Très content. Mais cette sensation, elle est très courte. Elle dure entre 5 et 10 minutes. Et la chute, évidemment, elle est très brutale parce que la chute est inversement proportionnelle au bonheur qu'on a ressenti. Évidemment, à court terme, t'as l'air très chelou parce que notre cerveau n'est pas calibré pour recevoir ce pic de dopamine et à moyen terme, tu as tout de suite envie d'une autre dose puisque rien ne peut recréer le sentiment de bonheur que tu viens de vivre. Tu as besoin d'une autre dose et d'une dose encore plus forte parce que dès le départ, tu as enclenché un processus de tolérance. Ton cerveau se met progressivement à jour sur la dose qu'il va falloir prendre pour ressentir la même émotion qu'à la première prise. Et à long terme, c'est dévastateur. Tu as bousculé toute la hiérarchie du circuit dopaminergique, donc de ce qui te rend heureux. Ce qui fait que plus rien ne te rend heureux. Tout a l'air fade en comparaison du choc dopaminergique qu'est le crack. C'est ce qu'on appelle un dysfonctionnement du système de récompense. Ça, c'est pour les effets mentaux, les effets sur notre caboche. Mais il y a aussi des effets qui sont physiques. Et les effets physiques sont très vénères. Déjà, tu fais pas forcément très attention à toi quand tu prends du crack. Donc tu te laisses aller. Tu perds l'appétit, tu maigris. Et bien sûr, le crack entraîne des lésions sur la peau, tu saignes, et des lésions sur les dents. Parce qu'en plus des grattages constants, t'as tendance à avoir la mâchoire qui se contracte. Bref, tu passes d'humain moyen à la version anorexique de Jacouille la fripouille en moins d'une semaine. Jacouille la fripouille, anorexique et psychiatriquement pas ouf. Parce que le crack, il a des effets psychotiques, comme la paranoïa, les hallucinations. Et en fait, ces deux maladies, ces deux TOC vont augmenter les risques de comportements violents et imprudents que tu peux avoir, notamment sur la voie publique, on y reviendra. Et c'est très important que vous reteniez ça. Le crack est une drogue qui a un impact visible et social très fort. Comme les usagers sont des déréglés mentaux, au sens littéral du terme, ils n'ont plus de convention, ils vivent dans un territoire où il n'y a plus de convention sociale parce que tout est centré sur le crack. C'est analysé par des spécialistes comme Carl Hart, professeur de psychiatrie à Columbia, et Nora Volkow, de l'Institut national sur l'abus des drogues. Ces drogues-là, notamment le crack, entraînent fatalement une désorganisation sociale de l'espace avec de la violence, de la prostitution, des comportements destructeurs et des comportements qui sont désinhibés puisqu'ils sont tous centrés sur le crack. Parce que derrière le crack, il y a cet effet de bonheur recherché, ils sont tous centrés sur la consommation de crack pour une libération du circuit dopaminergique. On refait un peu d'histoire, mais vous allez voir que c'est lié. Le crack, c'est la drogue du pauvre. On est dans les années 1980 et les cartels sud-américains sont à leur prime. Ils déversent au taquet de cocaïne sur le marché américain et ça va devenir la drogue, la cocaïne, la plus populaire dans le pays. Mais elle reste assez chère. Et donc, elle exclut toute une partie de la population qui n'a pas d'oseille pour acheter de la cocaïne. Les dealers, ils se disent, faudrait qu'on trouve un moyen de faire de l'oseille avec les pauvres aussi. Donc, il faut une petite expérimentation. Et ils commencent à mélanger la coke avec plein de trucs chelous. Et en fait, le crack naît à ce moment-là. Il naît de ce mélange de la coke avec des trucs chelous pour baisser le prix de la coke. Du coup, il est ultra puissant. Et il est ultra abordable pour les quartiers populaires et défavorisés américains. Et les pouvoirs publics vont s'en rendre compte puisqu'ils font voter une loi anti-drogue en 1986 qui condamne bien plus durement le crack que la cocaïne en poudre. Et alors, comment on passe des quartiers pauvres américains à Staline Crack sur la ligne 5 ? Eh bien en fait, il s'avère que c'est des Antillais du retour des Amériques qui introduisent cette drogue dans les années 80 à Paris. Mais le trafic, il va être très vite repris dans la capitale par des dealers africains. Et depuis les années 80, la situation ne fait qu'empirer avec une crise des migrants qui s'ajoute à ça, donc plus de circulation, plus de consommation et plus de violence. Et fait intéressant s'il en est, depuis une dizaine d'années, la consommation de crack en France, elle augmente. En 2013, 20% de la cocaïne était sous forme de crack. En 2017, c'est 33%. En 2019, on a 13 000 usagers en Île-de-France, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanes, ce qui est énorme. 13 000 personnes, c'est beaucoup. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi et comment on peut expliquer cette augmentation de la consommation de crack à Paris ? Déjà, qui vend ce crack dans Paris ? Et d'après les recherches qui ont été faites, notamment durant les arrestations des dealers, la grande majorité de ces dealers sont africains. Même plus que ça encore. Ils sont sénégalais. Et même plus que ça encore, ils sont quasiment tous de la région de Louga, et c'est ce qu'on appelle les Modous, qui
ça veut dire petit négociant en Wolof. La filière du crack dans Paris, elle ne ressemble pas aux filières assez pyramidales des autres drogues avec un baron en haut et on descend les strates et on arrive au livreur de drogue. Là, les réseaux de modus fonctionnent à assez peu, genre il y a un cuisinier et un vendeur. Le process, il est assez simple, le migrant arrive à Paris avec des faux papiers, genre 4 noms différents, il se raccorde avec un mec sur place dans les centres d'accueil et il commence à vendre dans le périmètre de Stalingrad ou de Porte de la Chapelle. Il est futé parce que il fout le crack dans sa bouche, comme ça s'il y a une galère, s'il y a une arrestation, il avale son propre crack. Il y a même des invariants dans la pratique. Déjà, si on attrape le livreur, il va littéralement avaler sa propre marchandise et risquer l'overdose si c'est mal emballé. C'est d'ailleurs pour ça que les contrôles de policiers sur les dealers de crack sont ultra techniques parce qu'il faut éviter que le mec avale son produit. Et c'est paradoxalement en regardant ce qu'il arrive à récolter comme monnaie d'échange au crack qu'on se rend compte de la détresse des consommateurs de crack. On a du ticket resto, on a des montres, on a des petites pièces qu'on arrive à gratter dans le métro quand c'est pas de la prostitution pure et simple qui ne laisse pas de traces. Une pipe pour une bouffée et la totale pour un caillou. Ça fait 15 balles pour la baise, ce qui n'est pas grand chose. En tout cas, moi je paye plus. Ensuite, il envoie ce qu'il a gagné par Western Union à sa famille au bled et même s'il est arrêté, c'est un peu peine perdue. Il faut arriver à prouver que ce mec est un vendeur, il faut passer par toutes les mesures administratives possibles et imaginables. Quand le mec a 8 passeports et qu'au procès, il te sort qu'il est originaire de Transnistrie orientale et qu'il a 7 ans et demi, bon. Et si on arrive à le confronter, il faut encore des accords d'extradition, sans parler des associations de protection qui minent le travail de la justice. Mais ça, vous le savez. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire depuis 10 ans que ce fléau du crack? Eh bah, c'est que ce fléau de la drogue se conjugue à une situation d'une extrême précarité, les migrants. Et plus spécifiquement, ce qu'on a appelé la crise migratoire ou la crise des migrants. Je vous remets un peu de contexte. On est en 2011, c'est les printemps arabes, la démocratie c'est cool, les tyrans c'est pas cool. En gros, c'est ça. Pour des raisons de sécurité, beaucoup des personnes qui vivent dans ces pays-là fuient vers l'Occident, vers l'Europe. Donc se met en place une route migratoire, on va avoir un peu de tout. Des Syriens, mais aussi des Afghans, des Érythréens et des Libyens. Les pays européens se disent qu'ils sont en mesure d'accueillir ces migrants, mais on le verra, ils se trompent. Les migrants sont souvent très mal accueillis, souvent SDF, traumatisés par la guerre et délaissés socialement. Et c'est pas faute de volonté, c'est surtout que les pouvoirs publics ne peuvent plus accueillir ce nombre. Ils peuvent accueillir des individus, mais pas forcément le nombre de migrants qu'ils ont à leur porte. Donc les migrants se mettent dans les espaces géographiques aux bordures des grandes villes et à Paris, notamment à Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, Stalingrad et Porte de Pantin. Et ces lieux, c'est quoi? Bah oui, c'est les lieux où circule le crack. Et ces dealers viennent voir les migrants qui sont nouvellement arrivés en mode mais alors tu m'as l'air un peu tristoun toi, tu veux pas du crack? En proposant la première dose gratuite. Taquin les mecs, ils savent très bien que c'est extrêmement addictif et que les migrants reviendront, mais ils leur proposent quand même des doses gratuites. Et c'est comme ça que de population vulnérable, on passe à population dangereuse, puisque désormais toxicomane. Avant de voir comment le problème est géré, on va voir très concrètement les conséquences que le crack a pour la ville de Paris et comment cette ville de Paris a du mal à gérer la crise depuis le début. Bien sûr, je ne vous apprends rien pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus haut. Partout où le crack s'installe, on a une perte de civisme, une perte de convivialité et une chute de la qualité de vie pour les riverains. Il n'y a qu'à voir le prix au mètre carré dans Paris, dans un quartier préservé qui est le 4e ou le 3e, et dans les quartiers où le crack circule. Ça va de la ligne 12 qui traverse la zone à une bonne partie du nord-est parisien qui a une perte de qualité de vie notable. Et la ville de Paris a objectivement très mal géré la crise. Pourquoi ? Je vais vous le dire. En fait, elle n'a pas géré la crise. Elle a juste déplacé les crackheads d'un quartier à un autre et les nuisances qui allaient avec. Les enfants sont suivis, les femmes sont attouchées et parfois frappées. Les riverains se réveillent avec des crackheads qui dorment sur leur pas de la porte. Ils étaient à Stalingrad, ensuite ils ont été déplacés à Porte de la Chapelle, à la colline du Crack, dans le quartier de la Villette, sous les ponts, dans le jardin des Halles. Enfin bref, c'est un peu... on se refile la patate chaude. J'ai été un peu caricatural, j'ai pris 2 solutions extrêmes pour gérer cette crise du crack. En tout cas, cette crise de la drogue qu'il y a dans Paris, une proposition très humaniste que vont être les salles de shoot et une autre proposition un peu moins humaniste que va être la gestion d'une crise de la drogue sur le modèle philippin, notamment de notre ami Rodrigo Duterte. Une des propositions pour gérer cette crise du crack, ça va être d'expérimenter, ce que je disais, les salles de shoot. Oui, vous avez bien entendu, en 2021,
le Premier ministre il s'est dit favorable au test sous la supervision d'une association, Gaïa, dans le 10e arrondissement, d'une salle de shoot. C'est une salle qui accueillera 300 personnes. Et ces salles de shoot, en fait, concrètement, c'est un accompagnement dans la consommation, mais absolument pas une gestion de la crise. C'est comme si tu t'attaquais à la guerre des cartels en Colombie en fournissant des balles bio. Et la salle de shoot, c'est quoi? C'est un endroit où le crackhead, le toxico, peut venir consommer son crack dans un environnement sécurisé. Et en fait, il y a 4 objectifs à la salle de shoot. Le premier, bien sûr, on s'en doute, c'est d'éviter que les crackheads ne se droguent en plein air avec des seringues qui hébergent l'ADN originel de la peste bubonique. Alors, on nous explique que c'est par humanisme qu'on créerait ces salles de shoot, c'est surtout par protection, parce que des drogués dans la rue, c'est chiant, ça pue de la gueule et ça se voit. Dans une salle de shoot, on éloigne visuellement le problème. Ensuite, c'est le respect de la sacro-sainte dignité humaine. On part du principe que le crackhead doit être traité avec dignité, ce qui est évidemment vrai, mais qui a ses limites, puisque le drogué n'est pas dans un état de conscience normal et n'agit donc pas normalement. Ce sera important pour plus tard. Ensuite, la salle de shoot permet des passerelles vers les soins. Et vers l'idée d'une insertion sociale, une réinsertion sociale. L'idée, en tout cas l'objectif de la salle de shoot, c'est que le crackhead vienne dans la salle et ressorte avec un internement ou un isolement spécialisé ou même carrément une cure pour se sevrer. En fait, l'idée qu'il y a derrière tout ça, la conséquence des salles de shoot, c'est le sous-entendu. En permettant au crackhead d'exister pleinement et même en l'aidant concrètement dans sa consommation, l'État assume une certaine responsabilité dans l'addiction que le crackhead a. En gros, si tu es addict, c'est un peu de la faute de l'État. C'est donc à l'État de t'aider pour sortir de cette consommation. Sauf que ça, c'est l'argumentaire des promoteurs des salles de shoot. Alors qu'en réalité, c'est pas aussi simple. Déjà, la salle de shoot entretient, voire institutionnalise la dépendance. C'est un espace qui est sécurisé pour consommer et ça entraîne donc l'absence de honte à la consommation et donc la pérennisation de la consommation. Parce que si des gens qui sont addicts au crack veulent sortir du crack, ils veulent aussi et surtout sortir de l'environnement négatif, violent et destructeur que le crack entraîne. Sauf que les salles de shoot effacent purement et simplement cet environnement et vont rendre la consommation quasiment normale, quasiment tolérable, quasiment médicale en fait. La salle de shoot, c'est un signal qui est un peu chelou que l'État nous envoie en mode la drogue c'est mal, mais on va vous aider quand même. Et si on vous aide, c'est que la drogue, c'est pas si mal. Et si on considère à raison que le crack est une mort à petit feu, ce qui est vrai, je vous rappelle que beaucoup de crackheads meurent en fait à la fin, si on considère à raison que le crack est une mort à petit feu, la salle de shoot est une salle de suicide assisté, tout simplement. Mais au-delà de ça, comment on peut avoir dans un état de droit un endroit défini comme ne respectant pas cet état ? Parce que si on a une salle de shoot où les gens se droguent, on a objectivement un lieu où il n'y a plus de loi, puisque c'est théoriquement interdit de se droguer. Et là, vous allez me dire « Oh non, mais Georges, tu chipotes ». Bah non, le droit, il doit être le même pour tous, pour tout le monde, crackhead ou pas, à moins de créer des salles de vol, des salles de torture, des salles d'automutilation. En fait, les salles de shoot entretiennent les symptômes de la dépendance sans traiter les causes. Et enfin, et c'est sans doute l'argument le moins audible pour ceux qui militent pour les salles de shoot, c'est que la salle de shoot va déresponsabiliser, évidemment. Alors, on est dans une société qui est très paternaliste en ce moment, donc cet argument est assez mal perçu, j'entends. Mais si on offre un espace sécurisé pour la consommation de crack, on protège les toxicomanes des effets indésirables et des risques de la consommation. Et donc, on protège les toxicomanes des conséquences de leurs actes. Par ailleurs, les études, notamment une étude menée dans le Journal of Drug Policy, basée sur une expérimentation à Francfort, montre que la réinsertion par les salles de shoot n'est pas unanimement reconnue. Et en plus de ça, l'effet des salles de shoot est un peu pervers, puisqu'on n'offre pas de produits aux toxicomanes, donc on pérennise le trafic de drogue à l'extérieur de la salle de shoot. Et énormément de nuisances et d'externalités négatives sont liées à ce trafic. Une salle de shoot va pouvoir accueillir par exemple des femmes toxicos qui sont prostituées pour avoir une dose de crack. Donc le modèle de société renvoyé par la salle de shoot, il est simplement terrifiant. Et à l'opposé de ce spectre, on va avoir la gestion philippine du problème de drogue. Et là, c'est un autre délire. On était sur des salles de shoot, là on est sur un shoot, un salle drogué quoi. Mais avant de vous parler de ça, avant de vous parler de comment Rodrigo Duterte a géré
un problème similaire à celui du crack dans Paris, dans sa ville, et par extension plus tard dans son pays. Je vais vous parler du contexte du trafic et de la consommation de drogue aux Philippines. Parce qu'on a beau jeu de dire « Oui, Duterte, c'est une merde, il bute des dealers, il est ultra violent ». Peut-être, mais il faut comprendre qu'il n'est que le reflet d'une demande radicale de la société. Les Philippines, c'est un archipel d'îles qui ont toujours été un gros point de transit de toutes les drogues. Qui dit transit, dit ballonnement, je plaisante. Qui dit transit, dit grosse consommation. Ici, on ne parle pas de crack, mais de méthamphétamine qu'on appelle le chabou. C'est une drogue, encore une fois, de très mauvaise qualité, qui provoque des comportements très dangereux, des hallucinations, de la paranoïa et un déclin physique très rapide. Ça a un peu les mêmes conséquences sur l'individu et sur la société que le crack. Avant 2016, 2,3% de la population était addicte à cette drogue, soit 1,8 million de Philippins. La drogue fait des ravages dans les quartiers pauvres, et un quartier pauvre aux Philippines, c'est un quartier qui est très pauvre. Bref, la criminalité liée au trafic et à la consommation de chabou augmente. Des gosses se font buter dans la rue, ça viole à tout va, ça braque. On est dans une version un peu philippine, ou en tout cas océanique de San Andreas. Et en 2016, un bonhomme dit « Oh, moi je vais régler tout ça ». Cet homme avait déjà été maire d'une ville touchée par ce trafic qui était Davao, et il avait objectivement fait ses preuves. Cet homme, on le connaît, c'est Rodrigo Duterte. Et sa stratégie, c'est la terreur. Lui, il se dit que si tu élimines le dealer, il reste des toxicos. A l'inverse, si tu élimines le toxico, il reste des dealers. Dealers qui vont devoir vendre à d'autres personnes, et donc augmentation, ou en tout cas maintien de la consommation de drogue. Duterte, simple mais lucide, il va s'en prendre aux deux. C'est ce qu'il a appelé la politique de la tolérance zéro. Mais les conséquences directes de cette guerre sur la consommation sont positives en soi. Le taux de consommation de chabou chute, le trafic aussi, la criminalité aussi, et bientôt, phénomène qu'on a du mal à comprendre en France, les dealers et les consommateurs vont d'eux-mêmes en prison pour éviter de se faire buter dans la rue. D'après les chiffres qu'on a, 700 000 personnes vont se dénoncer eux-mêmes à la police durant la période. Mais cette politique, elle a un prix, puisque c'est une politique qui est très brutale. Le prix est assez hardcore, c'est pas de droit de l'homme, en fait. Duterte va être à l'origine de dizaines de milliers d'exécutions extrajudiciaires qui vont concerner des consommateurs, des dealers, mais aussi des opposants politiques, des mecs qui se sont fait dénoncer abusivement, des personnalités qui n'avaient rien à voir avec le trafic. En bref, il va y avoir énormément d'abus de la politique de Duterte. Autant te dire que Duterte, lui, il se lave le fion avec tout ce qui est convention de Genève, droits de l'homme et respect humain. Mais quelque part, il a été élu pour ça. Et cette stratégie de la terreur, elle plaît à son opinion publique qui lui renouvelle souvent son soutien. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment Paris pourrait gérer cette situation du crack et plus généralement comment la France devrait gérer la consommation de drogue dans le pays. Parce qu'on a plusieurs types de politiques qui s'offrent à nous. Quelle est, selon vous, la plus adaptée? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Un dernier rappel pour Holzkern, marque spécialisée dans les montres et bijoux en matériaux naturels comme le bois ou la pierre, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est beau, c'est durable, c'est certifié FSC, donc tu profites de 10% de réduction avec le code Georges et je te mets tout ça en description. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!